Le droit fédéral à l'avortement a disparu aux États-Unis en juin 2022 et reste interdit dans une vingtaine de pays à travers le monde. Les femmes se détournent de plus en plus de la pilule un peu partout en Europe et en Suisse. Aujourd'hui encore, le droit à la non-procréation et un accès à des méthodes sûres demeure un véritable enjeu de lutte pour le droit des femmes. Mais est-ce uniquement une affaire de femmes? Est-ce que les femmes, enfin vos clientes, s'intéressent à la contraception masculine? Alors c'est une question qui est de plus en plus souvent posée, en particulier lorsque les femmes sont un petit peu lasses de prendre la pilule. Elles demandent assez facilement, mais n'existe-t-il encore rien pour les hommes, d'un air un petit peu insatisfait. Slip chauffants, gel, anneaux, pilules et autres moyens contraceptifs à destination des hommes font régulièrement la une des médias ces dernières années. Ces méthodes sont décrites comme un nouvel espoir d'égalité, particulièrement dans les couples hétérosexuels. Mais est-ce que ça a toujours été les femmes qui se sont contraceptées? Est-ce que la contraception dite masculine aide vraiment à émanciper les femmes? Si l'on regarde la définition de l'OMS, la contraception, c'est l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou l'éviter. Il y a une longue tradition historique de définition du corps des femmes comme un corps malade, comme un corps d'abord centré sur son instinct reproducteur, défini par l'instinct reproducteur, gouverné par l'utérus par exemple. Donc il y a cette tout d'abord impossibilité de réduire le corps des hommes à ses caractéristiques sexuelles et reproductives, d'une part, et d'autre part, en fait, les maladies qui sont à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, considérées comme étant principalement masculines, sont déjà prises en charge par deux spécialités que sont l'urologie, qui s'occupe de toutes les maladies de l'appareil urinaire, et la vénérologie, qui à ce moment-là, dermatovénérologie, qui à ce moment-là s'intéresse à la transmission et au traitement des maladies dites vénériennes, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui des maladies sexuellement transmissibles. De la Vierge Marie, la Sainte Mère, à la bonne ménagère dans sa cuisine avec ses fourneaux et ses enfants à côté, la parentalité a été beaucoup représentée à travers la maternité. Ce stéréotype de genre a probablement influencé et influence encore nos imaginaires collectifs en reliant fertilité et féminité. Ce qui aujourd'hui nous fait intuitivement exclure les hommes du sujet. La contraception, c'est un truc de bonne femme. Mais en réalité, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, et c'est des travaux d'historiennes qui l'ont montré, je pense notamment en France aux travaux de Cécile Thomé, la principale méthode de contraception qui est employée par les couples, c'est celle du retrait. Et pendant longtemps, il s'agit d'une responsabilité qui est considérée comme principalement masculine, puisqu'il s'agit à l'homme d'avoir un contrôle sur lui-même et sur sa propre sexualité, donc d'être capable de se contrôler pour se retirer avant l'éjaculation et faire en sorte de ne pas provoquer trop de grossesse chez sa partenaire. Et donc on a une transformation véritablement au XXe siècle entre cette conception d'abord masculine de la contraception qui se féminise alors qu'apparaissent, au moment où apparaissent les méthodes médicales de contraception féminine, notamment sous la forme de la pilule contraceptive qui est mise sur le marché en Suisse dès 1961 et le stérilet notamment. Maintenant, si on regarde un peu plus près de nous, voyons quelles sont les méthodes qui existent et qui s'en chargent. Pour y voir un peu plus clair, on va catégoriser d'un côté les méthodes dites naturelles ou non médicalisées et de l'autre les méthodes médicalisées. Quand je suis venue ici, les femmes de Salvan venaient encore dans leurs habits avec leurs fichus noirs à ma consultation et à mon grand étonnement, elles ouvraient des carnets entiers qui contenaient des courbes thermiques de 5 à 7 ans faits régulièrement, soigneusement pendant chaque mois. L'abstinence périodique ou le calcul des cycles et le coït interrompu sont des moyens physiologiques de contrôler la procréation. Ces modes contraceptifs impliquent physiquement les deux partenaires, mais les hommes ont une grande responsabilité lorsqu'ils doivent se retirer dans le cas du coït interrompu. Le préservatif existe sous deux formes, celle d'un étui qui se met sur une verge et sous forme d'un anneau qui se place au fond du vagin. Cette technique est très ancienne. Dans l'Antiquité, les Romains se fabriquaient des préservatifs avec des vessies et boyaux d'animaux. Aujourd'hui, le préservatif est le moyen de contraception le plus utilisé en Suisse et ailleurs.
Le slip chauffant, le bain testiculaire et l'anneau contraceptif sont des procédés qui consistent à maintenir les testicules à une température de 37 degrés durant plusieurs heures pour empêcher la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes. L'andrologue Dr Miosset au CHU à Toulouse a étudié la méthode thermique à la fin des années 70 et a suivi des hommes qui voulaient se contracepter grâce à des slips chauffants faits maison. Il se développe dans ce sillage-là des groupes de parole et d'usage ainsi que de couture de sous-vêtements similaires. Leur objectif, c'est de militer pour la diffusion de ces méthodes-là et de produire des réflexions sur ce que l'usage de ces méthodes fait aux masculinités, aux rapports de genre au sein des couples hétérosexuels. À partir des années 90, l'association originelle perd un peu en vitalité avant, en 2012, de regagner de l'intérêt public et vont se créer alors toute une constellation d'autres associations un peu sur le même principe avec différents ancrages géographiques, différentes orientations politiques. La pilule. Rien qu'à ce simple mot, on pense directement à la pilule hormonale pour les femmes. Mais en fait, la pilule hormonale pour les hommes est étudiée depuis presque aussi longtemps que celle pour les femmes. Cette hormone existe depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, ça s'appelle la testostérone. On donnait en piqûre 2,50 g de testostérone échelonnée sur 6 semaines. Et on voyait la spermatogénèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes, se supprimer complètement au bout de 6 semaines. Ça, c'est un phénomène physiologique bien établi. À partir de 1968, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, commence à s'interroger sur les méthodes de contrôle des naissances et des pratiques contraceptives et met à l'agenda, dès 1968, la question de la contraception masculine. Alors ces recherches vont se confronter en fait à plusieurs difficultés. Tout d'abord le fait qu'il n'y a toujours pas de réel réseau établi d'andrologues, ce qui fait qu'il y a en réalité assez peu de spécialistes qui connaissent suffisamment la physiologie reproductive masculine, des difficultés en termes de financement et des problèmes aussi éthiques, à savoir que faire lorsque la méthode contraceptive ne fonctionne pas bien et que en fait, la personne qui porte la responsabilité de cet échec est la partenaire qui ne s'est pas elle-même portée volontaire pour cet essai clinique. Beaucoup de recherches ont été stoppées à cause des effets secondaires comme des troubles de l'humeur, l'agressivité, une prise de poids, des maux de tête, etc. Argument qui peut faire grincer des dents quand on connaît les effets secondaires des pilules féminines. Des recherches sont aujourd'hui faites pour développer une pilule non hormonale. Cette technique ciblerait une protéine sans effet secondaire. Il nous reste alors la vasectomie. Cette technique est quasiment irréversible, elle a donc un effet durable. La vasectomie connaît un très grand succès aux États-Unis et elle reste une des solutions médicalisées qui s'offrent aux hommes qui ne veulent pas ou plus d'enfants. Comme on a pu le voir avec la commercialisation et le droit à la pilule pour les femmes, la contraception est un enjeu politique et social. Aujourd'hui, certaines féministes dénoncent l'inégalité du partage de la contraception comme étant une charge exclusivement féminine. Mais la contraception dite masculine est-elle vraiment la solution ? Autre préoccupation des femmes, le mauvais usage de la contraception masculine par les hommes. Elles craignent de leur confier cette gestion d'un risque de grossesse qu'elles pourraient vivre dans leur propre corps. Certaines y voient une dépossession d'un pouvoir qui a été le fruit de la lutte de leurs aînés et qu'elles ne souhaitent pas donner aux hommes. De plus, il existe des dérives idéologiques autour de la contraception masculine qui a déjà été reprise par des groupes masculinistes. Ceux-ci l'utilisent comme un argument misogyne contre le soi-disant détournement de leur sperme par les femmes et le fameux risque de leur faire un bébé dans le dos. Même si ces cas restent anecdotiques, ils rappellent que les hommes qui s'intéressent aux méthodes de contraception masculine ne sont pas forcément à la recherche d'une égalité entre les genres. Mais au-delà de ce débat, moi, cette question de la contraception masculine, comme on voit le préservatif, qui est donc la méthode que le plus grand nombre de personnes ont utilisée, donc quand on fait des sondages, vraiment beaucoup de gens l'ont utilisé ou l'utilisent, et qui s'applique au corps masculin, donc on pourrait dire on a une méthode très fréquente de contraception masculine, et bien c'est pas pour autant qu'elle est portée par les personnes qui ont un pénis. C'est-à-dire que la charge contraceptive, elle est toujours extrêmement mal répartie, même dans l'utilisation d'une méthode qui s'applique au corps masculin. Et je pense que si déjà on travaille là-dessus, sans même avoir de nouvelles méthodes,
on a une marge de manœuvre et une marge de progression, si on veut. Si toute personne qui avait un pénis se sentait responsable de l'utilisation d'une méthode de contraception dans le cadre de ses rapports hétérosexuels ou avec quelqu'un qui a un utérus, on aurait déjà fait un grand pas, je pense. La contraception masculine, finalement, c'est peut-être un concept un peu flou quand on regarde qui est impliqué dans le processus. On peut être pour ou fichtrement contre, mais le sujet peut être le début d'une réflexion sur le schéma sexuel et reproductif entre les sexes et les genres dans notre société. Et la recherche scientifique nous réserve sans doute encore bien des surprises.